un rôle qui nous a fait grandir humainement, spirituellement, il reste. Ouais. Et pour le coup, celui-là, spirituellement, il m'a éclairé. Il m'a fait grandir, tu vois. Ouais. Tu peux pas incarner ce genre de personnage sans t'engager spirituellement. Ceci n'est pas une interview, je répète, ceci n'est pas une interview. Bienvenue dans la Vista, un moment suspendu dans le temps que l'on prend pour parler actu et culture, mais aussi et surtout diffuser de l'amour. Vous êtes avec Bambi et Modibo. Aujourd'hui, on est avec un acteur de talent, une révélation de cette année, un homme qui a interprété un personnage central du XXe siècle. On est avec Alexandre Bouillet. Bienvenue Alexandre. Merci. Bienvenue. Merci d'être là. Ouais, merci. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu as un lien un petit peu avec la mode? Parce qu'aujourd'hui, je vois que tu as un certain flou que tu nous as ramené. Avec la mode, non, j'aime beaucoup la mode. J'ai vraiment réellement découvert la mode il n'y a pas longtemps. Là, c'est une veste Ralph Lauren qui me vient de Ralph Lauren, c'est une espèce de collaboration. Ouais, j'aime bien la mode, j'aime bien m'habiller, j'aime bien être classe sans en faire trop. Voilà. Toujours dans la sobriété. Ouais. Un petit peu. Ouais. Ah, C'est-à-dire que là, la mission, elle a été accomplie. Là, Ouais. là on est dans le truc. C'est En vrai, plus, tu me disais que tu étais un peu fan de Michael Jordan. Ouais. Et c'est drôle parce que quand tu marchais, là, tu avais son allure concrètement. Ah, ça- Tu sais, avec c'est les trop, c'est costumes un peu oversize. Bah, c'est un peu le type de mode que moi j'aime bien. C'est une Ouais. mode assez rétro, ouais, où les costumes étaient assez grands, tu vois, Ouais. moins cintrés. Alors c'est bien d'avoir des costumes cintrés, mais je trouve qu'il y a moins ce charisme qu'on peut avoir avec le costume, quand on porte un costume avec des belles épaulettes, Ouais. un peu large, tu vois. Un peu ample, ouais. Non, non, moi j'aime bien. Carré. Bah écoute, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, concrètement. Je t'ai présenté en tant qu'acteur révélation de cette année, mais en réalité, tu es acteur depuis un bon bout de temps. Ouais. Comment a commencé un petit peu cette passion pour l'acting et pour le théâtre? Parce que tu as commencé par le théâtre. Non, non, évidemment, j'ai commencé par le théâtre. J'ai pris des cours d'art dramatique dans une école qui s'appelle le Laboratoire de l'acteur, qui est située dans le 11e arrondissement de Paris. Et on est dirigé là-bas par Hélène Zidji, qui est la fille de Claude Zidji, un grand réalisateur français. Et Célia Granier-Defer, qui est aussi la fille d'un réalisateur français. La passion, moi, du théâtre et du cinéma m'est venue sur le tard. J'ai pris des cours de théâtre par curiosité, parce que j'ai côtoyé un acteur connu dans mon expérience dans la restauration, qui venait souvent prendre des cafés ou manger avec moi, enfin manger dans le resto dans lequel je travaillais, et qui lui m'a conseillé un jour de peut-être prendre des cours de théâtre, parce qu'il estimait que j'avais un visage qui correspondait un peu à ce qu'on recherche dans le cinéma. Et par curiosité, j'y étais. J'ai passé des auditions, je suis rentré dans cette école de théâtre. À la fin de l'année, on a préparé une scène qu'on a jouée devant un public qui était clairement formé d'un public débutant, c'est-à-dire notre famille, les copains et tout le reste. C'était pas non plus un public de professionnels, tu vois. Mais je me souviens qu'à la fin de ce spectacle, à la fin de cette scène que j'ai jouée, j'ai ressenti quelque chose et je me suis dit, ouais, je pense que c'est ce que je veux faire. Parce qu'il y a eu cette écoute, ce plaisir à raconter une histoire et à divertir un public qui était là aussi pour s'évader. À ce moment-là, je me suis dit, ouais, je pense que je veux faire ça. Je veux vraiment faire ça et raconter des histoires. Après, bien sûr, tout au long de l'année, j'ai agrandi ma filmographie à moi. J'ai découvert un cinéma que je connaissais, mais auquel je ne prêtais peut-être pas vraiment assez attention, qui est le cinéma d'auteur. Le cinéma d'auteur, c'est un truc qui me plaît vraiment parce que pour moi, c'est un cinéma qui raconte la vérité de la vie à travers une poésie qui est belle, mais qui est aussi cruelle que la vie, comme la vie peut l'être. Je me suis aussi rendu compte rapidement que j'avais pas forcément peut-être les figures nécessaires pour pouvoir m'identifier dans un cinéma qui était celui qui est le cinéma français. Aux Quels États-Unis. ont été les films potentiellement qui t'ont marqué dans ton enfance ou les acteurs qui t'ont potentiellement poussé à découvrir, à amplifier cette passion-là pour le cinéma que tu avais? Moi, je sais que plus jeune, il y a un film qui m'a marqué, c'est The Mask
avec Jim Carrey. Ah oui, Ouais, ouais. C'est ouais, un j'en film que avais j'aime parlé. beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a énormément marqué. Déjà parce que plus jeune, il y avait forcément les effets spéciaux, tu sais, quand les yeux Grave. ils sortent, quand Ouais, ils portent le grave. masque et tout. Ouais, Du coup, j'étais complètement bluffé par ça. J'étais partagé entre la peur et le plaisir. ouais, j'avais peur. Clairement, clairement. Mais Cool. ce côté un peu anti-héros me faisait, me faisait un peu fantasmer dans le sens où un mec ordinaire qui prend un masque, le porte, devient une forme d'anti-héros qui peut se permettre de faire tout ce qu'il veut, qui peut avoir cette élégance et cette classe qu'il n'a pas quand il ne porte pas ce masque et qui arrive du coup pour le coup à séduire cette femme qui lui plaît vraiment et qui n'est plus du tout, comment dire, il retrouve plus d'obstacles qui sont liés à la société dans laquelle il vit. Tu vois ce que je veux dire? Il est plus dans une forme de catégorie, dans une case. Il sort de tout ça, il se permet de tout. Et ça, je trouvais ça hyper admiratif. C'est pour ça que ce film-là m'a marqué. Sinon, dans les acteurs que moi j'apprécie, c'est des acteurs qui sont actuels. Mhm. Et après, il y a des acteurs d'une autre époque aussi. Bien sûr que Al Pacino, c'est un acteur qui m'a marqué de par son jeu sincère et, et aussi brut. Parce qu'il faut le dire, pour moi, c'est un acteur qui a un jeu qui est assez brut. Dans sa sincérité, il est assez brut, assez sauvage. Tu vois. C'est un acteur qui m'a marqué. Il y a plein d'actrices qui m'ont marqué, notamment Marion Cotillard, que j'aime beaucoup. Marion Cotillard, il y a Diane Kruger, que j'aime beaucoup. Dans notre génération, dans ma génération, moi, il y a une fille qui s'appelle Zita Enro, que j'adore. Qui joue hyper bien. Elle a un jeu très juste, très sur la dentelle, très beau, que j'aime beaucoup. Mais sinon, aux États-Unis, dans notre communauté, je dirais Denzel Washington. Mais Denzel Washington, c'est pas un acteur qui me marque juste par rapport à ses performances en tant qu'acteur, c'est quelqu'un qui me marque à travers son humanité. Son Ce qu'il humanité, représente. pour moi, ce qui prime avant sa carrière. Sa carrière, sa carrière est énorme parce que c'est ce qui a ouvert les portes. Ouais. Et aussi, c'est un très 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 bon acteur. Mais ce qui, pour moi, est beaucoup plus remarquable, c'est l'humanité. C'est ce qu'il laisse comme trace dans le métier et dans le monde. Exactement. Parce qu'il ne laisse pas juste une carrière comme trace. Il laisse, il laisse une trace de discipline, de croyance, de spiritualité, avec pas mal de principes. Donc, pour moi, c'est ce qui fait que je suis très admiratif de Denzel Washington. Et c'est drôle d'ailleurs que tu me parles de Denzel parce que, je sais pas, peut-être que je pousse le délire un peu loin aussi, mais je vois un petit peu, j'ai l'impression de voir un parallèle en tout cas entre le début de sa carrière et la tienne, dans le sens où il a joué un rôle, avant ça, il a joué beaucoup de rôles de jeunes roublards, de jeunes pachas un peu séduisants, etc. Et le rôle de Malcolm X a été un tournant dans sa carrière, parce qu'après ça, même lui, en tant que personne, avait un peu changé, même dans sa manière de s'exprimer dans les interviews, etc. Et il avait expliqué par la suite, effectivement, que ce rôle l'avait vraiment, vraiment changé. Et j'ai l'impression que pour toi, ça a aussi été un petit peu un rôle qui a été décisif dans ta manière peut-être de percevoir l'art en lui-même, ou même de te percevoir en tant que personne. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Moi, je vais parler pour moi. Pour moi, c'est le cas. Denzel Washington, j'imagine que ça a eu un impact aussi sur une partie de sa carrière et sur la suite de sa carrière et la suite de sa construction en tant qu'être humain. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, oui, forcément. Et puis, j'en suis très heureux. Je suis très heureux d'avoir comme premier gros rôle un rôle à responsabilité qui forcément me ramène à ce qui est essentiel, c'est-à-dire à l'humanité et au fait de trouver son but sur cette terre. Clairement, oui, ça m'a impacté dans tous les choix que je fais aujourd'hui dans ma vie personnelle, dans ma vie, dans ma carrière professionnelle. C'est un rôle qui t'impacte et c'est un rôle qui reste forcément ancré pour toute une vie, je pense. On laisse partir une certaine partie de ce rôle quand on arrête le tournage, ce qui est d'ailleurs très difficile. Mais il y a toujours 30 à 40% qui nous accompagnent. Mais pour moi, ça, c'est un cadeau. Pour moi, c'est un cadeau du ciel d'avoir incarné ce rôle. C'est tant un cadeau au niveau de ma carrière, mais pour moi, c'est plus un cadeau au niveau humain. Par rapport à ce que ça m'a apporté à moi en tant qu'être humain, tu vois.
Parce que ça m'aide, ce rôle, il m'aide aujourd'hui à me construire. En tant que père, en tant que mari, en tant que tout le reste, tu vois. Et je sais que c'est un support dont j'avais forcément besoin dès le départ, mais que je n'avais pas. Ouais. Aujourd'hui, je l'ai. C'est comme si j'avais une espèce de béquille à chaque fois en permanence qui, quand je vais pour trébucher, est là pour me rattraper et me dire « Ah, t'inquiète, c'est ça le chemin à suivre. Ouais. Vas-y, je te tiens. » Donc, non, pour moi, c'est une bénédiction d'avoir eu ce rôle-là. Et bien sûr, il va me suivre toute ma vie et il va m'accompagner sur tous les choix que je vais faire. Vraiment. En vrai, excuse-moi encore une fois, c'est très beau ce que tu dis et c'est d'ailleurs très poétique. Et ça me renvoie aussi à une interview que tu as menée, dans laquelle justement tu parlais d'une course que tu avais menée un matin et durant laquelle en fait, tu étais limite en train de te dire bon, il faut que j'abandonne, il faut que j'arrête ça. Et là, tu as un vent, entre guillemets, qui te porte et qui te fait faire demi-tour. Tu te dis non, là, il faut que je fasse ce rôle et que je continue et que j'incarne pleinement le rôle de Fanon. Quelque part, en fait, dans tout ce que tu es en train de dire actuellement, on ressent quand même comme si cette présence n'était jamais partie au final. Tu vois, ce souffle-là est resté près de toi et t'accompagne, entre guillemets, dans ce parcours. Même si le film, c'est fini et que, au final... Bah ça, on me le dit souvent, c'est vrai, c'est très honnête. Et pendant un moment, j'ai lutté avec le fait que, bah non, c'était pas vrai, mais en fait, je me suis menti à moi-même. Parce que, je sais même pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai voulu me mentir à moi-même. J'étais persuadé que pour moi, qu'être acteur, c'était incarner un personnage et que quand ça s'arrête, ça s'arrête. C'est le cas pour certains rôles. Un rôle contemporain, moderne, dans la vie de tous les jours, qui n'a pas eu le même combat, la même responsabilité qu'un personnage comme Malcolm X, Fanon, Martin Luther King et tout le reste, je pense qu'on peut en sortir beaucoup plus facilement que des personnages comme ça. Un rôle de psychopathe, violeur, assassin et tout le reste, je pense qu'on en sort beaucoup plus facilement encore, sauf si on a un souci psychologique. Tu vois là, et qu'on prend plaisir à ce genre de personnage. Moi non, ça n'arrivera jamais. Mais un rôle qui nous a fait grandir humainement, spirituellement, il reste. Et pour le coup, celui-là, spirituellement, il m'a éclairé. Il m'a fait grandir, tu vois. Tu peux pas incarner ce genre de personnage sans t'engager spirituellement. Parce que tu as toujours ce questionnement qui se fait sur est-ce que je suis la personne assez légitime pour l'incarner? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la manière dont je vis, dans la manière dont je me comporte, je suis assez juste pour estimer être la bonne personne pour incarner ce personnage et défendre ses idées? Ça, c'est très dur. Quand tu acceptes ce défi d'incarner ce genre de personnage, en fait, tu te mets dans une... Je suis désolé, tu te mets dans une merde pas possible. Parce qu'en fait, tu passes ta vie et tout ton temps à te remettre en question. Tu remets tous tes faits et gestes en question tout le temps. Parce qu'en face de toi, tu as affaire à une grandeur absolue. Moi, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Lui, il est décédé à 36 ans. À 36 ans, il a vécu tout ce que je n'ai... Tellement de choses que je n'ai pas vécues. Que tous, on n'a peut-être jamais vécu. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. À ce moment-là, je me suis dit, mais comment je vais faire pour raconter cette histoire et défendre ce personnage avec la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Et puis après, très vite, tu comprends que, bon, écoute, prends ton humanité, travaille dessus, remets-toi en question, même si c'est difficile de se remettre souvent en question, et essaie de faire quelque chose de bien sans travestir l'humanité de cette personne-là, tu vois. Mais ouais, ça reste. Parce qu'en fait, ça nous fait passer par tellement de petits combats, même à l'intérieur, qu'une fois qu'on les mène, on n'a plus envie de retourner en arrière parce qu'on a compris certaines choses. Tu vois? Et tu te dis, bon, je vais m'en servir et je vais essayer de les garder et d'avancer le plus loin. Et c'est surtout, tu n'as pas envie de trahir Moi, aujourd'hui, par rapport à cette responsabilité d'incarner ce personnage, et il faut se le dire, par rapport à la responsabilité que j'ai d'être l'acteur aux yeux du public qui incarne ce personnage-là, j'ai pas envie de décevoir. J'ai pas envie de décevoir. J'ai pas envie de décevoir le public, et puis j'ai pas envie de décevoir une génération d'acteurs qui, derrière, a besoin d'avoir des exemples, qui a besoin d'avoir exactement ce que moi je recherchais quand j'étais plus petit, des personnes à qui ils vont pouvoir s'identifier
Une et représentation. Quoi. une forme de représentation dans ce cinéma qui correspondra à nos principes, notre culture et tout le reste. Ouais. Tu vois, donc il y a tout ça. Totalement. Tu vois, c'est drôle que tu parles un petit peu de cet aspect humain aussi, enfin cette humanité, cette communauté qui doit se former aussi autour de ces figures-là, parce que Frantz Fanon est antillais, africain d'adoption, et même africain en vrai biologiquement, si on peut se dire ça comme ça. Toi aussi, un petit peu, tu es antillais et africain. Non, moi je suis Camerounais français. Ah, t'es Camerounais? Moi, Français? Camerounais français. Oh, autant pour Camerounais moi, français. autant pour moi. Parce que moi, je savais que tu étais Camerounais, mais je croyais que du coup, tu avais des origines antillaises, mais pas du tout. Ouais, c'est un peu... ouais. C'est ce que Ils tu sont ça de disais, c'est côté, un c'est peu loin. loin. Moi, Ouais. je suis né au Cameroun. Ouais, Ma mère est camerounaise, mon père est français. ok. J'ai grandi avec ces doubles cultures-là. C'est deux cultures que je connais pour l'instant. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais, on parle d'un homme, d'un Antillais, d'un Martiniquais, euh, qui s'installe en Algérie après ses études à Lyon avec le professeur Tosquès, qui a révolutionné la psychiatrie et qui lui a transmis ses idées de la psychiatrie. Un personnage martiniquais qui, à 19 ans, si je ne me trompe pas, s'engage dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale pour aller se battre pour la libération de la France. Qui est très vite déçu après, à la fin de la guerre, qui s'engage en tant que chef de psychiatrie bien plus tard, des années après, pour défendre l'Algérie contre un pays pour lequel il s'est battu, qui renie sa nationalité française et devient algérien. Là, on parle justement, pour moi, c'est de l'humanisme. Il n'y a pas de camp. Moi, j'irais du camp de ceux qu'il faut défendre. Il est dans un pur conflit. Exactement. Et moi, j'ai grandi comme ça. Moi, je me suis construit comme ça, personnellement. Avant de découvrir Fanon, je m'étais déjà construit comme ça, moi, dans la vie de tous les jours. C'est pour ça aussi que j'ai été séduit par le rôle, avant de comprendre réellement qui était Frantz Fanon. Parce que Fanon, j'en avais déjà entendu parler, mais je savais. J'étais pas très au courant de son combat, j'avais pas lu ses bouquins, tu vois, j'étais pas aussi documenté sur le sujet qu'aujourd'hui, tu vois. Moi, plus jeune, j'ai grandi que je me suis construit comme lui, avec une forme d'interdiction de marquer la différence des gens, ou de l'utiliser comme une forme de frein, ou l'utiliser, de juger les gens à travers leurs différences, tu vois, de couleur ou autre, je m'en fous. Mais en revanche, j'ai toujours été confronté à des personnes qui avaient besoin de marquer la différence des autres pour créer des murs, tu vois, pour séparer un peu. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu brusqué et offensé. Donc j'ai passé mon temps à me battre jeune, à expliquer aux gens que, écoute, non, lui est différent, mais c'est pas grave. Moi, je l'aime. Moi, j'ai envie de le découvrir. Je ne peux pas savoir qui il est si je me mets de mon côté en me disant, parce que lui, il fait ça et que moi, on ne fait pas ça dans ma famille, on ne peut pas s'entendre, alors que je peux juste essayer d'être curieux, d'aller comprendre et de comprendre pourquoi il fait ça, et peut-être que moi, j'apprendrai des choses et tout le reste. Donc j'ai passé toute ma jeunesse, et même une bonne partie de ma vie d'adulte, à devoir justifier cela, à devoir justifier pourquoi je traîne avec telle personne, avec telle personne, avec telle personne, qu'à un moment, ça m'a gavé, tu vois. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, c'est perdu d'avance. Les gens ne comprendront jamais. On essaiera toujours de séparer tout le monde, de trouver des raisons, de dire ça, lui, il est bien. Et puis, je tombe sur Fanon, grâce à Jean-Claude Barnier qui me propose le rôle. Et là, je me dis, en fait, je ne suis pas fou depuis que je suis jeune, moi, en fait. Bah non, je ne suis pas fou. J'ai en face de moi un mec qui prouve dans ses actes et dans ses actions que j'avais raison depuis le départ. La discrimination, il n'y a rien de pire. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, comme je te dis, s'engage pour un pays contre lequel il va se battre plus tard. C'est fou, franchement, vraiment. Ouais, c'est une histoire, elle est terrible. C'est un parcours assez dingue. Donc ouais, aujourd'hui, je suis très content d'avoir incarné ce personnage-là, parce que il m'a, déjà moi, il m'a redonné du souffle. Il m'a permis d'assumer mes idées, et de me dire,
mec, t'avais pas tort. Mhm. T'avais pas tort. Aujourd'hui, dans tout ce que je vais faire, il sera toujours là, il va toujours m'accompagner. Il sera là, il va m'accompagner dans la remise en question en permanence, ce qui fait que, par exemple, demain, je sais pas, on traîne ensemble, on fait, il se passe un truc entre nous, je te dis peut-être, oh putain, fais chier, t'es un con. Et je me dis, 2 minutes après, je vais me dire, bah, putain, je dis que c'était un con, c'était pas mérité, pourquoi je dis que c'était un con? Ouais. Et bah, au lieu d'avoir l'orgueil de me dire, bon, c'est pas grave, il comprendra, on en parlera plus tard, bah, Fanon a fait chez moi que tout de suite, je vais revenir te voir et te dire, mec, j'ai été stupide, pourquoi je t'ai dit ça? Et même si toi, tu me dis, ouais, mais c'est pas grave, j'avais oublié, je dis, non, même si tu as oublié, j'ai besoin de te dire que ce que je t'ai dit était stupide, j'ai besoin que tu le saches, parce que on ne sait jamais quel impact ça peut avoir sur toi plus tard. Peut-être que demain, dans une conversation avec quelqu'un d'autre, tu auras envie d'assumer une de tes idées et tu ne le feras pas parce que moi, avant, je t'avais dit que tu étais con. Donc en fait, tu te censureras à cause de moi. Donc non, pour moi, Fanon m'a apporté cette réflexion qui va beaucoup plus loin, qui fait qu'en fait, je vais beaucoup plus loin, mais je suis obligé. Parce qu'on ne se rend pas compte dans la vie de tous les jours, dans la vie qu'on mène aujourd'hui, que une petite chose comme ça peut détruire quelqu'un. Peut détruire quelqu'un qui est en cours de développement et qui se construit de façon... On se construit tout au long de notre vie jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, pour moi, tout est important. Tu vois, je fais vraiment attention à tout. Et moi, du coup, ça m'a... Enfin, tu sais, moi, quand j'ai vu le film, je l'ai vu avec Shiny, du coup, Tamani, qui est avec nous. Et la première chose, moi, qui m'a vraiment frappé, c'est directement ta ressemblance avec le personnage. Honnêtement, j'ai été assez choqué de voir ça à l'écran pour une première, en fait. Et limite, bah, je me suis dit, peut-être qu'ils ont modifié le visage de la personne, tu vois, parce qu'avant ça, je ne connaissais pas ton travail, je ne savais pas que tu étais acteur. Et franchement, quand j'ai vu les premières images, je croyais voir Fanon, en fait, parce que bon, j'avais vu les photos du personnage. Bon, on le voit que sous certains angles, forcément en photo, parce que les archives de Fanon, archives publiques en tout cas, demeurent assez rares. Mais là, il y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, il y en a pas beaucoup. Il y a presque pas de vidéos de Fanon. Tu as un audio sur Fanon. Il y a quelques photos, mais très très rares, très difficiles à voir. Je connais des personnes qui en ont eu. Par exemple, une photo de Fanon à l'armée, 19 ans. Tu ne la trouveras jamais sur Internet. Et il y en a d'autres comme ça, 2-3, que tu ne trouveras jamais sur Internet. Mais sinon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'archives sur lui. Je veux dire, tu ne retrouveras pas autant d'archives sur lui que tu t'en retrouveras sur Malcolm X, ou sur tout le reste. Donc, et d'ailleurs, il faudra que je revienne aussi justement sur ces fameuses archives vocales. Mais ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment cette ressemblance-là m'a choqué au point où je me suis dit peut-être qu'ils ont utilisé une technique de CGI pour lui faire ressembler un petit peu plus. Tout ça pour dire que, au final, quand tu as découvert ce personnage, est-ce que tu t'es rendu compte de ta ressemblance physique avec lui? Est-ce que ça t'a aussi permis un petit peu, même dans tes phases de doute, de te permettre de ressentir un peu plus de légitimité à l'incarner? Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a aidé? Bah moi, je l'ai su tout de suite parce que ma conjointe, ma chérie, fiancée m'a dit « C'est fou, tu lui ressembles quand même beaucoup. » Et moi, la première chose que j'ai pensé, c'est fou, il ressemble beaucoup à mon père. Tu vois. Je me suis dit, il ressemble beaucoup à mon père, lui. Tu vois. Parce que pour le coup, mon père et lui se ressemblent vraiment. Et après, il y a des moments où j'ai regardé, je me suis dit, oui, il peut y avoir des similitudes. Je vois ce qu'elle voulait dire. Mais c'est vraiment le réalisateur Jean-Claude Barnet qui, lui, a été marqué pour le coup quand il m'a vu. Il m'a dit, tu lui ressembles vraiment beaucoup. Mais encore, moi, j'avais pas le poids que j'ai dans le film. Parce que le film, j'ai perdu beaucoup de poids. Et c'est vrai que cette perte de poids a vraiment encore plus rapproché, a accentué cette ressemblance physique, pour le coup. Mais après, il y a eu un gros travail. Moi, j'ai fait un gros travail avec le peu d'archives qu'il y avait, justement, toutes les photos que j'ai retrouvées de Fanon. Ce qui est cool, c'est qu'il avait des expressions dessus. Donc, toutes ces expressions, je les ai copiées. J'ai copié toutes les expressions de ces photos et j'ai retravaillé sur le scénario, sur les scènes, sur tout le scénario en me disant cette expression-ci, elle servira pour ça, pour raconter ça, pour ci, pour ça, pour ça, pour ça.
mais c'est aussi ce qui crée, qui fait toute la magie, qui apporte un peu plus de magie à cette ressemblance physique. Parce que forcément, il va y avoir une ressemblance au niveau des mimiques, qui seront utilisées pour défendre certaines émotions. Et ouais, ça, c'est le travail que j'ai absolument fait et que j'avais dit tout de suite à Jean-Claude qu'il était important pour moi de le faire. Donc ça a accentué tout ça aussi. Et puis, tu sais, il y a une photo où on le voit en plein discours, en pleine conférence avec toute l'Union africaine et tout, où tu vois qu'il parle, dans sa manière de parler, tu vois les mimiques de sa bouche. Donc tout ça aussi, il fallait que j'aille choper, tu vois. Mais pour le reste, tout ce qui est la gestuelle, la manière de se déplacer et tout, ça c'est quelque chose que moi j'ai travaillé avec le réalisateur, avec un chorégraphe aussi. Forcément, parce qu'il n'y a pas de vidéo. Tu vois, et un chorégraphe et ma coach aussi, ma coach d'acting avec qui on a travaillé. Mais tout en restant proche de la psychologie du personnage. Ça, la psychologie, tu vas la chercher dans ses livres. Parce que à travers ce qu'il écrit, tu as sa pensée, tu as son humanité. Et donc tout ça, on l'a travaillé en amont avec ces personnes-là, en essayant de trouver quelque chose qui allait rester quand même fidèle au personnage, tu vois. Mais la ressemblance physique, ouais, on va pas se mentir, c'est aussi un cadeau que j'ai eu, moi, que j'avais pour le coup de lui ressembler un peu, tu vois. C'est aussi ce qui a permis à Jean-Claude de se projeter plus facilement, tu vois, qu'avec d'autres comédiens. Même si ce n'est pas la ressemblance physique qui a primé pour le choix du comédien. Ça, je ne vais pas parler pour lui, mais je pense qu'il a quelques interviews dans lesquelles il raconte comment il m'a choisi et pourquoi il m'a choisi. Mais je sais que ce n'est pas que la ressemblance physique qui a primé. Mais voilà, ouais, non, j'ai eu ce cadeau de la ressemblance physique. Ouais. C'est intéressant que tu me parles des archives photos, parce qu'il y a aussi des archives audio, du coup, que tu as utilisé un petit peu pour te nourrir, pour mieux comprendre la psychologie du personnage, sa façon de parler, etc. Déjà, de un, qu'est-ce qu'il disait dans ces archives audio? Et comment ça t'a aidé, toi, du coup, à mieux comprendre le personnage et à mieux l'incarner? Non, moi, alors, j'ai écouté cet audio. En fait, c'est un audio d'une conférence de presse qui a lieu avec pas mal de leaders africains, qui est très intéressante à écouter. D'ailleurs, moi, je ne pourrais pas résumer tout ce qu'il dit dedans parce que, en fait, il y a des termes qui sont employés. Il faut vraiment écouter pour bien comprendre, mais en soi, il parle de la ségrégation, c'est une analyse psychologique, psychiatrique de la situation de l'homme noir de l'Afrique et des peuples colonisés qu'il fait pendant cette conférence-là. C'est très long, hein, c'est très intéressant et ça dure 1 heure. Moi, au départ, je l'ai écouté parce que je voulais entendre sa voix. Je voulais faire mon travail d'acteur et entendre sa voix pour voir ce que je pouvais en faire. Mais j'ai choisi de ne pas suivre de pas copier sa voix. Parce que malgré que ce soit quelqu'un qui s'exprimait très très bien, avec une bonne diction, il avait des intonations qui étaient liées à ses origines, donc Martin Keyes. Moi, ses origines, je ne les connais pas sur le bout des doigts. Je connais, chez moi, quand je parle, parfois, tu peux entendre quelques intonations camerounaises. Ça, je peux le faire. Mais les intonations martiniquaises, je les connais pas. Et je me suis dit, je ne vais pas copier donc sa voix parce que justement, je ne voulais pas en faire une caricature. En faire une caricature, ça aurait été un manque de respect pour le personnage et ça aurait dénaturé. Le propos. Moi, j'avais très peur que ça le fasse tourner sur quelque chose d'humoristique. Justement, en caricature. Une espèce de caricature humoristique. Donc j'ai fait le choix de pas faire cela. Je me suis dit en revanche que j'allais respecter la diction des années 50, qui est une diction bien précise, on en parlait tout à l'heure. Les gens dans les années 50 s'exprimaient très bien, faisaient presque toutes les liaisons, il y avait une diction qui était généralement parfaite. Ça, je me suis dit, je vais le respecter, parce que c'était un homme qui s'exprimait bien et qui faisait exprès de bien s'exprimer, de bien se tenir, pour que sa condition d'homme noir, pour certains occidentaux,
ne soit pas un handicap. C'est-à-dire, il devait être le noir qui s'exprime bien. Montrer que moi aussi, je m'exprime bien. Moi aussi, je présente bien. Je suis un intellectuel aussi. Je ne suis pas diminué. Ma couleur de peau ne veut pas dire que je vais m'exprimer moins bien que vous. Et pour moi, je voulais marquer cela. C'était important de garder cela. Mais pas de copier sa voix. En tout cas, pas au risque d'en faire quelque chose de caricatural. Donc ça, je ne l'ai pas fait, par respect. Mais bien sûr, j'ai écouté sa voix parce que j'avais besoin d'entendre son engagement émotionnel dans ses discours. Parce que j'avais une scène très importante à jouer dans le film qui a lieu dans un amphithéâtre où il y a un discours qui est pour moi très important. Son engagement émotionnel, j'avais besoin d'aller l'entendre pour pouvoir le retranscrire sur ce monologue-là, tu vois. Donc, voilà. Du coup, je pense qu'on peut faire un petit parallèle et aller un peu plus en détail dans la littérature. Ouais. Parce que tu expliquais qu'en tant qu'acteur, tu avais un rôle, celui d'aller chercher aussi du coup, les émotions, etc. Mais je pense qu'il y a aussi le rôle un peu d'archéologue, d'aller chercher aussi les références, sa vie, etc. Donc tu as certainement beaucoup lu. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as lu dans un premier temps? Et ensuite, on va peut-être échanger un peu aussi sur la profondeur du message et de l'idéologie de Fanon. Pour moi, le bouquin le plus important que j'ai lu de Fanon, c'est Peau noire, masque blanc. C'est le plus important pour moi. Non pas que les autres ne soient pas importants, mais l'enceinte de la révolution algérienne, c'est un bouquin qui raconte le début, le déroulement, les atrocités de la guerre en Algérie. Et puis il y a Les Damnés de la Terre, qui est son dernier bouquin, qui pour moi est la fin d'une thèse la fin de, pour moi, enfin la fin. C'est la conclusion d'une analyse humaine, psychiatrique, de la condition de l'homme dans le monde. Tu vois. Et c'est sur ce livre-là qu'on s'est basé que s'est basé Jean-Claude Barnier et Sébastien Onomo de chez Special Touch Studio et Philippe Bernard pour travailler le scénario du film et raconter. Mais pour moi, Peau noire, masque blanc, pour moi, c'était le plus important. Parce que pour moi, c'est celui qui m'a le plus impacté. C'est celui qui m'a retiré le masque, forcément. Enfin, retiré le masque. Aider à commencer à le retirer, parce qu'il a encore collé une partie. Il faut tirer, mais il faut continuer à tirer, mais c'est très difficile. Parce que bon, forcément, tu sais, tu vis dans un monde dans lequel tu te construis avec la société dans laquelle tu vis, même si tu n'es pas forcément en accord avec tout. Donc forcément, tu es un peu modelé. Et avec Fanon, Peau noire, masque blanc, tu te rends compte que ce modelage n'est peut-être pas ce qui te convient le plus. Donc, essayer de démodeler les choses, ça prend du temps. Parfois, ça prend toute une vie. Mais Peau noire, masque blanc, oui, c'est ce qui m'a le plus impacté parce que c'est une analyse, pour moi, très claire du rapport de l'homme noir à l'homme blanc, à la femme blanche, du rapport de l'homme blanc à l'homme noir, de la femme blanche à l'homme noir, du rapport de l'homme noir africain à l'homme noir antillais, de la rapport de l'homme noir à la femme noire. Mais c'est aussi une thèse qui analyse la condition psychologique du dominé comme du dominant, c'est-à-dire des victimes comme des oppresseurs. Et pour moi, c'est très intéressant. Parce que ça montre un peu les petites similitudes qu'il y a des deux côtés, qui sont liées à la société dans laquelle on vit. Tu vois ce que je veux dire? Non, pour moi, c'est le bouquin le plus important. C'est celui qui t'a le plus marqué. De tous les bouquins que moi j'ai lus en général, parce que j'ai lu pas mal de bouquins sur la psychologie, j'adore la littérature. Pour moi, c'est le bouquin le plus impactant. Incroyable. C'est vrai que le livre, moi je trouve personnellement, parce que je l'ai lu également, c'est quand même assez complexe au niveau de la terminologie, des termes qu'il utilise. Bien sûr. On rentre vraiment dans un livre de... Mais tu sais ce qui rend complexe les termes, c'est la projection que nous on fait déjà à la base. De se dire c'est un psychiatre qui l'a écrit,
des années 50, un intellectuel. Ouais. Et avec tout le combat qu'il a mené, on le met déjà sur un piédestal. Mhm. Donc forcément, on part déjà sur le fait que ça va être compliqué. Mhm. Alors que si on s'intéresse et qu'on écoute vraiment, on rentre... Bah, moi, c'est ce que j'ai dû faire en tant que travail d'acteur. Oui. En tant qu'acteur, je me suis dit, là, le bouquin, quand tu vas le lire, ne cherche pas à intellectualiser la chose seulement. Parce que tu n'es pas au niveau intellectuel de ce mec-là. Mhm. Va chercher l'humanité. Ouais. Si tu vas chercher l'humanité, tu vas avoir accès à sa pensée et à Mhm. tout ce qu'il essaie de raconter. Ça n'empêche que j'ai lu le livre 3 fois parce que j'avais besoin de Ouais. relire des passages pour comprendre et j'en avais besoin pour mon incarnation. Mm. Mais en soi, je suis désolé, c'est très vite facile de comprendre certaines choses pour nous. Ouais, ouais. Tu vois? Ouais, ouais. Bah oui. Oui. N'intellectualise pas la chose, ne te dis pas je vais le lire comme un intellectuel, un littéraire qui voilà, Ouais, ouais. qui a beaucoup de vocabulaire et qui... Non, lis-le simplement. Ouais. Si tu Parce que les comprends concepts, pas, ouais. relis, Mhm. mais tu vas comprendre. Clairement. Ok. C'est vrai que les concepts Parce sont ça. qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on utilise justement tous ces critères comme barrière Oui, oui, pour oui. ne pas aller lire le Pour ne pas bouquin. lire, ouais. Tu vois, aujourd'hui, je suis désolé. Jean-Claude Barny, il a découvert le livre, il a lu à 14-15 ans. Ah ouais, wow. Ouais. 14-15 ans. Ça a impacté sa vie, hop, et c'est ce qui a impacté tous ses choix. Dans sa cinématographie, Mm. tous ses choix cinématographiques, il y a Fanon derrière, Ouais, ouais. Incroyable. grâce à Peau noire, masque blanc. D'ailleurs, c'est super intéressant. Quand tu dis 14 ans, ce serait bien quand même qu'on puisse mettre ce type de livre-là au programme scolaire Ah oui. des jeunes Oui. noirs à 14 Lui, ans. il y a eu accès grâce, alors je ne vais pas le raconter pour lui, mais grâce à une bibliothécaire ou un bibliothécaire qui lui a conseillé de lire ce livre-là. Mhm. Mais nous, à l'école, on ne nous conseille pas à 14 Ouais, ans de c'est lire ça, ça. en bien fait. sûr. Bah non. Mais pourquoi? C'est dommage. Ouais. Clairement. Parce qu'au moins, si on nous proposait de lire Fanon à 14 ans, même si au départ, on ne comprend pas tout de suite, au moins, on est au courant de l'histoire de ce monsieur. Au moins, on a accès tout de suite à cet outil Mhm. qui peut nous aider à nous construire plus tard. Et si sur le moment, on ne le comprend pas, on reviendra plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Malcolm X, je ne l'ai pas compris tout de suite quand j'étais plus jeune. Certes, c'est Denzel Washington Ouais. qui m'a emmené. Mais grâce à Denzel Washington, je suis retourné, moi, sur Malcolm X. Tu vois ce que je veux te dire? C'est là où je vais t'emmener. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois ce que C'est ce que je je veux veux dire? dire. Mais c'est aussi pour ça que moi, quand j'ai accepté de faire le rôle, Mhm. c'était ma mission aussi Exactement. principale. Et c'est mon objectif encore aujourd'hui. C'est de me dire que grâce au film, il y a des gens qui vont aller lire Fanon et qui vont se documenter et qui vont aller vraiment s'instruire et essayer de comprendre qui était Fanon et qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde. Exactement. Tu vois? Ouais, ouais. S'il a fallu s'il fallait passer par là, faire un film et populariser un peu le personnage Mhm. pour que cette génération comprenne que on est peut-être en train de passer à côté d'une partie très importante de l'histoire. Mhm. Il faut y aller parce que c'est ce qui va nous aider à nous construire et peut-être ce qui va nous aider aujourd'hui et nous apporter un message d'espoir dans le monde dans lequel on vit, qui devient un monde complètement fou. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Peut-être que là, on a les outils. Peut-être que grâce à ce personnage-là, on va retrouver les outils dont on a besoin et peut-être qu'on a aujourd'hui, mais qu'on n'arrive pas à assumer. Ouais. Aujourd'hui, en se disant, ouais, c'est pas possible. Alors que non, dans les années 50, c'était encore moins possible, mon pote. Mm. Aujourd'hui, on a tous les outils pour. Et peut-être que c'est aussi un personnage qui va aider des générations à assumer leurs principes dans leur combat. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, moi, mon objectif principal, c'était ça. C'est Ouais. Fanon, cinéma, mais pour retourner dans les bouquins. C'est exactement ça. Parce que les bouquins, après, chut, c'est comme si, en fait, tu étais dans un film où ta vision, elle est diminuée. Ton plan, il est resserré. Il est là, comme ça. Toi, tu vois que comme ça. Ouais. Mais tu lis Fanon, ça fait... chut. Mhm. Ça, Et là, tu dis, ah, ouais, ok, ouais. d'accord. C'est pas... Totalement. Attention, moi, j'en suis fier, mais c'est pas de la prétention. Parce que moi, c'est ma mission aussi. Ouais. C'est mon objectif aussi. C'est ma mission aussi à la base. Alors, en dehors d'incarner bien ce personnage et de délivrer avec Jean-Claude Barny cette magnifique œuvre qu'il nous a créée, Jean-Claude. Il y a des librairies, et même sur Internet, Peau noire, masque blanc et Les damnés de la terre, rupture de stock. Bah oui, Mhm. forcément. Ah, ça, pour moi, c'est la plus belle des reconnaissances. Et oui. Il faut- Ah oui, il faut les le gars. faire. Ah oui, c'est Faut ça, en le fait. dire. Aujourd'hui, il y a des projections qui se font dans des villes où j'ai été intervenir et faire des débats. T'arrives, il y a des bouquins de Fanon. Les gens sortent du film, chut, ils vont chercher. Mhm. Forcément. Et Ça a encore, ressuscité, moi, ce qui m'a ouais. encore plus, ce qui m'a encore plus marqué,
c'est que là, les derniers débats que j'ai faits, pendant des projections, je vois des parents qui emmènent leurs enfants voir le film. Et oui. Bah ouais, Ça, c'est puissant, magnifique. clairement. C'est puissant. Ça, c'est magnifique, tu vois. Ça veut dire que là, on avance. C'est pour ça que quand tu faisais le parallèle tout à l'heure avec Denzel, bah, c'est exactement ça. Moi, Ouais. personnellement, Malcolm X, bon, tu vois, j'avais quelques idées de qui était le personnage, mais c'est quand j'ai vu le film que je me suis dit, il faut que je m'intéresse à ce Ah oui. personnage-là, il est incroyable, tu vois. Ouais. Bah, en fait, c'est exactement la posture que tu vas avoir pour certains jeunes Français, en fait, avec Fanon. Mais tu vois, Et c'est ça, beau. ça me rappelle même le discours de Semben qui disait Ah oui, aussi oui, que oui. le Ouais, ouais, cinéma aussi, exactement. pour lui, c'était un petit peu une porte d'ouverture vers la littérature C'est ça. Mais exactement. qui pouvait être un petit Exactement. peu C'est exactement ça. plus difficilement accessible pour certains qui n'ont pas cette culture-là de base. Mais du coup, toi, on a parlé, on parle bouquin là. Est-ce que tu as d'autres livres d'Africains ou d'Afro-descendants comme Fanon que tu as lus et qui t'ont marqué? Là, je me mets sur des bouquins qui parlent de la négritude, Mhm. parce que j'en ai pas beaucoup lu, pour Ouais. être totalement honnête. Je voulais en lire, mais pendant que je préparais Fanon, j'en avais acheté et je me suis dit... C'est quel livre? Senghor, Ok. Mhm. pour l'instant, lui, c'est ma priorité, voilà. Mhm. Voilà. Et c'était aussi intéressant pour moi de lire Senghor après Fanon, parce qu'en fait, il y a une petite histoire, il y a une petite histoire entre les deux. Mhm. Et Césaire, malheureusement pour l'instant, Césaire, c'est l'auteur et poète que je n'ai pas vraiment lu. Mhm. Mais c'est pas parce que j'ai dénigré ou minimisé son travail. Non, Mhm. c'est parce que je me suis toujours dit, je pense qu'après Fanon, je dirais Césaire. Je dirais pas Césaire avant Fanon. Mhm. Quand j'ai compris que j'allais faire Fanon, j'ai compris le lien qu'ils avaient, parce que c'était son professeur, c'était le professeur de Ah ouais. Fanon, et c'est Césaire, Ok. c'est lui qui l'a initié. Moi, j'avais besoin d'abord d'un mec d'action. Mhm. Un mec qui n'est pas dans une forme de poésie trop douce Ouais. des choses. Un Un mec, de terrain. tu vois. Après, la poésie, je vais la lire, Ouais. tu vois. Je voulais pas faire l'inverse. Mhm. Donc Césaire, je vais me lancer dessus aussi. Senghor en priorité. Mhm. Mais pour l'instant, je te dis la vérité, je cherche encore. Mais je suis pas dans une démarche de me dire je vais lire que des bouquins d'historiens ou d'auteurs noirs. Mhm. Moi, je vais lire tout. Mhm. Je vais lire tout. Après, il y a des bouquins, je ne les lis pas. Ouais. Mais j'essaie de lire tout ce que je peux lire qui va m'aider à avoir les outils pour pouvoir défendre mes idées après. Tu vois. Ça peut être Et c'est historique, quoi ça les peut être littérature. idées que tu as envie de défendre là? Bah, moi, principalement, c'est l'humanité. Mm. L'humanité, le droit d'exister, le droit d'avoir le droit d'exister avec ses différences sans avoir besoin de se justifier aucunement. Mm. Moi, déjà, ça, c'est la base. Parce qu'une fois que tu as gagné ça, Ouais. tu as gagné ta liberté. Ouais. Si tu as ta liberté, tu peux faire ce que tu veux. La liberté, souvent on dit que la liberté, c'est avoir de l'argent. Bien sûr, l'argent, ça te permet d'avoir une forme de liberté, d'aller à gauche, à droite, de te payer des billets d'avion, de manger ce que tu veux. Mais si tu restes conditionné dans ta tête psychologiquement par ce que la société essaie de te faire comprendre, Mhm. enfin, dans cette espèce de lobotomie dans laquelle on veut te rentrer, qui est tu ne peux être que comme on pense que tu dois être, tu n'es pas libre. Ouais. Pour moi, tu n'es pas libre. Alors attention, je ne dis pas que tout est mauvais dans la société. Hein. C'est pas vrai. Non, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais justement, il faut peser le pour et le contre. Mhm. Mais moi, à partir du moment où tu n'arrives plus à penser par toi-même, à partir du moment où tu arrives à te dire que parce que tu penses autrement qu'une autre personne, tu n'es peut-être pas bien, non, il y a un souci. Non, il y a un souci. Ouais. Est-ce qu'on n'est C'est pas pas vrai. avec le Sauf vote si tu as envie de, comme je disais, sauf si tu es un psychopathe et que tu te dis ah, j'ai envie de prendre un couteau et je vais le planter lui. Il m'a rien fait, mais j'ai envie. Je me le ferai bien. Pour le délire. Bon, là, il faut aller consulter, tu vois. Il faut se faire un plan. faut vraiment aller consulter. Mais si tu as envie de te dire demain, par exemple, je veux devenir comédien. Mm. Et que parce qu'on vit dans une société où aujourd'hui c'est un risque, oui, bien sûr. Et que parce que dans tes proches ou dans ta famille ou des gens à côté, les gens, c'est pas dans leurs habitudes, c'est pas dans leur culture, et on te dit ouais, que t'es fou, Mhm. ou que tu n'as pas le droit de penser ça, que t'es malade, ou que qui es-tu pour penser que tu vas réussir là où d'autres ont échoué? Non, Non, t'es pas libre. Si tu écoutes ça, t'es pas libre. Mhm. Non, t'es pas libre, je suis désolé.
Parce que le nombre de personnes qui n'ont pas écouté, qui ont réussi, c'est les mêmes personnes qui disaient que c'était pas possible, qui les admirent. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette liberté que eux n'ont pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non. Le plus gros combat aujourd'hui pour moi, c'est gagner sa liberté. Mais pour gagner sa liberté, justement, il faut faire un travail. Et ce travail part justement par aussi la lecture de certains bouquins qui sont nécessaires. Et des bouquins qui, justement, remontent les chemins de l'histoire et qui nous permettent justement de mieux comprendre certaines choses et peut-être sûrement d'être au courant de choses dont on ne nous parle pas aujourd'hui ou peut-être qu'on a complètement censuré. Totalement. Parce que c'est des outils justement qui vont t'amener vers cette liberté. Et la liberté, n'oublie pas, c'est le pire ennemi de celui qui veut te contrôler. Tu vois ce que je veux te dire? Clairement. Donc, et ça fait écho aussi la à une connaissance, phrase. c'est ça, c'est la connaissance emmène vers une liberté qui est un problème pour le contrôle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. C'est réel. C'est réel. Et ça me rappelle, enfin, du coup, la phrase que tu disais, qui m'a assez marqué dans une de tes interviews, où tu disais que, bah, du coup, la liberté sans responsabilité, au final, c'est rien. Et comment tu traduis, toi, cette responsabilité vis-à-vis de toi-même? Ma responsabilité aujourd'hui, Ouais. comment je le... Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est par les choix que je vais faire. Mais ma responsabilité aussi, c'est de faire comprendre que, ok, attention, j'ai fait Fanon, je ne suis pas Fanon. Exactement. Je comprends, je suis d'accord avec ces idées, ces combats. Je suis admiratif. Mais attention, ça ne veut pas dire que je vais devenir Fanon tout au long de ma vie. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un garçon qui se cherche. Et ça ne veut pas dire que, en fait, je vais partir dans un combat qui est communautaire ou machin. Non, parce que de toute façon, ce n'est pas l'esprit Fanon. Fanon n'était pas communautaire, d'accord. Enfin, sinon, il aurait défendu que les Noirs. Et pas les Arabes. Ni les Français. Déjà ça, on enlève. Ma responsabilité dans ma liberté, c'est de montrer justement que j'ai le droit de rester qui je suis. Et que si demain je décide de ne pas me travestir, ce n'est pas parce que je dois aux gens. C'est parce que dans mon humanité, il y a voilà, une partie de moi qui a compris qui était Fanon et qui estime que Fanon est très juste et que je vais suivre une partie de son chemin. Tu vois, je vais apprendre je vais utiliser ce que j'ai appris de lui. Ok. Mais c'est pas pour plaire aux gens. C'est parce que j'estime que c'est juste. C'est comme aujourd'hui, on admire Denzel Washington parce que c'est juste de l'admirer. Quelqu'un qui a une grande carrière, qui te dit que si tu es croyant, tu as le droit d'être croyant, tu as le droit d'être prié. Et que si tu ne vas pas à l'église et que tu es quand même croyant, tu as le droit d'être croyant. Okay. Le plus important, c'est d'être en accord avec toi-même, d'être juste et de te dire que quand tu vas partir sur ton lit de mort, de te demander si tu n'as pas des regrets ou des remords. Moi, ça, oui, c'est ça qui est admirable. C'est ça qui est admirable. Tu vois, c'est au même titre. Voilà. Franchement, je ferai des erreurs demain. Parce que c'est le but de la vie. Les erreurs, avec les erreurs, tu apprends. Si tu ne fais pas d'erreurs, c'est que tu es déjà parfait. C'est impossible d'être parfait. Jusqu'à la fin de ta vie, tu vas apprendre. Donc, c'est surtout ça aussi. Ça va être de faire comprendre aux gens que, bah oui, je vais faire des erreurs. Oui, je vais suivre ma ligne de conduite, essayer d'être je vais essayer d'être pas une forme d'idole pour les jeunes. Je ne veux pas être une idole. Je veux juste participer à travers ma vie à l'évolution d'une partie de l'humanité, qui est aussi la mienne, parce que je vais devoir apprendre. Et laisser une trace qui permettra peut-être à certaines personnes de gagner du temps. Voilà. C'est tout. Dans ma plus petite position, voilà ce que je peux faire. C'est ça, ce sera ça ma liberté, c'est de me dire, quoi qu'il arrive, même si demain, je ne peux plus être acteur et que les rôles qu'on me donne, c'est pas bon pour moi de faire ça parce que c'est pas ça que je veux laisser comme trace aux gens. Si je dois aller retourner faire un boulot alimentaire, j'irai, mon frère. Ah oui, là, voilà ma liberté à moi. Exactement. Ce sera ça ma liberté à moi. Ce sera de ne pas avoir l'orgueil de dire j'ai été au cinéma, les gens, je fais des interviews, les gens ils m'ont vu, je dois être une star. Si demain on me voit en train de bosser dans un resto, je suis une merde. Pas du tout. Pas du tout. Demain, on me voit en train de bosser dans un resto. Ah, pourquoi tu bosses là? Parce que j'ai besoin de bosser là. Et pourquoi tu fais pas des rôles? Parce qu'on m'a demandé de me travestir et ça me plaît pas.
toi, tu as quelle image t'as de moi? Bah, j'ai l'image de toi. La dernière image que je garde de toi, c'est Fanon. C'est Fanon, ouais. Ce que tu as incarné dans Fanon. Tu veux la garder, cette image? Oui, tu veux la garder. Moi aussi. Et je pense que c'est mieux pour toi. Bah, là, tu m'as vu bosser au resto. C'est pas grave, je fais quoi de mal? Tu es moi une star pour toi? Ok, moi, je veux pas être une star. C'est pas ça le but. Ouais. Tu fais de l'art pour raconter des choses, pour raconter des vérités et pour éduquer les gens aussi. L'art, c'est pour s'exprimer. C'est pas pour devenir une star qui va signer des autographes et, et utiliser cette position-là pour péter plus haut que je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas ça. C'est pas ça le but. L'art, c'est d'abord l'humilité. Et c'est la vérité. C'est du cœur, c'est ton âme, c'est ton esprit que tu exposes aux gens. Exactement. Tu t'exprimes, c'est tout. Le reste, tout ce qui est paillettes, machin et tout, ça, c'est ce que les gens veulent faire de toi, c'est tout. Et du coup, déjà, c'est une très très belle conclusion parce que je pense que l'épisode approche de sa fin. Mais avant ça, j'ai envie de te poser du coup une dernière question qui me triture après ce que tu viens de dire. Cite-moi, genre, peut-être 3 ou 4 autres personnages historiques que tu aimerais incarner dans le futur. Oh. Bah, le problème, c'est que moi, pour moi, j'ai déjà incarné le plus grand. Bah, déjà, je tiens à dire aussi que les biopics, bon, pour en faire plusieurs dans sa vie, j'espère que je ne ferai pas que ça, les biopics. Bah, oui, parce que tu vois, j'ai envie de raconter des histoires de mecs de notre époque aussi. Bien sûr. Parce que de notre époque, il y a pas mal de choses à raconter. Il y a des personnages qui seront très intéressants et qui permettront aussi aux gens de s'identifier, tu vois. Ouais. Parce qu'on en a besoin aussi aujourd'hui. Ouais. Mais Thomas Sankara, c'est quelqu'un que j'aimerais bien incarner. C'est vrai que ce serait incroyable. Thomas Sankara. Thomas Sankara, j'aimerais bien. C'est vrai qu'on en parlait aussi avec une personne dont je tiendrai le nom, mais qui disait aussi que ouais, on n'a pas eu le grand biopic sur Sankara encore en fait. On n'a pas eu ce grand film. Je pense que ça va se faire. Thomas Sankara, ça se fera. Je sais pas, je dis pas que ce sera moi qui jouerai Thomas Sankara, mais moi si, ouais, Thomas Sankara, j'aimerais bien. C'est encore différent de Fanon. Ouais. C'est un homme encore de lutte, c'est un homme de terrain. C'est un homme de terrain, c'est ce qui est différent, tu vois. Sinon, qui d'autre? Ah bah, juste pour casser les clichés, soit Tarzan noir, soit Superman noir. Voilà. On va boucler là-dessus. Ouais, frère. Pourquoi pas? C'est vrai, c'est réel. En plus, il existe un Superman noir. Ah ouais? Ouais, il y a des... Qu'est-ce qui prouve que Tarzan Après, je est sais pas plus noir? c'était quelle variante, mais... Et puis si on reste logique, et si on suit la pensée diminuée du raciste, l'homme qui est le plus proche de l'animal, c'est le noir, non? Alors pourquoi Tarzan n'est pas noir? Vu qu'il est grandi avec des noirs. Rendez-le-moi, donnez-moi. Je le prends. Ah, mais c'est vrai, frérot. Excusez-moi, je te dis. Le commentaire, il est bad problématique, tu veux le mettre dans la merde, Alex. Non, mais c'est vrai. Je rigole. En vrai, la logique, c'est ça. Voilà. Non, c'est réel. Pourquoi pas? Mais c'est parce que c'est beaucoup plus romanesque. Que ce soit un Anglais d'une famille riche qui a été perdu dans la savane d'Afrique. Et que demain, ce soit la belle Anglaise d'une famille riche qui le retrouve et qu'après, ils repartent en Angleterre et qu'après, ils reviennent en Afrique, ils s'occupent des animaux. Ouais. Ça redore l'image, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que petite question. Sinon, non, pour je te coupe, mais il y a un truc que moi, après, c'est peut-être un rêve. Ouais. Black Panther. Ah ouais? T'aurais kiffé faire ce type de rôle-là? C'est vrai que c'est un film qui a marqué un tournant quand même. Clairement, pour la communauté noire américaine. Il y a des pour et des contre, mais pour moi, c'est vrai que... Oui, non, c'est clair. Tu vois? Mais en tout cas, le global, ouais, c'est... Non, pour moi, le compte, c'est de croire maintenant que toute l'Afrique, c'est Wakanda. C'est ça mon problème. Bah, en fait, c'est ça, tu vois. Justement, en fait, parce que l'Afrique, c'est pas avec Wakanda. Black Panther, tu vois, on peut tomber dans cette facilité-là, tu vois, dans cette lecture-là. Et est-ce qu'elle est bonne? Non, tu vois. Non. Mais par contre, comme disait Bambi, l'impact qu'a eu le film, il est stratosphérique, tu vois. Genre 2000, c'était quand 2015, 2016 Ouais, 2015-2016. Ouais. C'est ça, d'un coup, tu as tous les gens qui étaient là. En termes d'adoption d'une représentation, d'une culture, etc., ouais, ça a boosté quand même. Je suis d'accord avec toi que... Non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Et tu vois, c'est vrai que...
Les films comme, les films sur Malcolm X, Ouais. Fanon, mériteraient d'avoir autant de personnes qui vont le voir que voir Wakanda. Oui, ouais, ouais. Wakanda, on parle en millions, les gars. Bah oui, c'est ça. Nous, aujourd'hui, on en est à 250 000. C'est pas mal, c'est bien. Ouais. Franchement, on est très Ouais. bien. Malcolm X, je pense qu'ils n'ont pas fait les mêmes entrées que Black Panther. Ah Et ouais. c'est ça le problème. Bien sûr. Bien sûr, Donc, ouais, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. c'est clair. Mais non, mais sinon, historiquement, le personnage que si on te demande si tu devais faire un dernier biopic, Ouais. c'est Thomas Sankara. Pour clôturer, est-ce que tu as un message à passer aux gens qui te regardent ou aux personnes qui veulent se lancer dans l'acting comme toi? C'est une grosse responsabilité, encore. Personnes qui me regardent, bah, quoi leur dire? Déjà, je voudrais remercier le public. Hein. Le public, parce que c'est le public qui me fait aussi qui nous a fait, à nous, à Jean-Claude, à Sébastien, à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce film-là, ce beau cadeau de s'être monopolisé pour aller regarder le film. Et donc je dis d'abord merci au public, parce que sans public, bah, il n'y a pas de film. C'est sûr. Et aux jeunes qui veulent devenir acteurs, j'imagine que tu parles de la communauté. Pas forcément. Ou tous les jeunes tout court. Mais bon, parce de qu'en toute fait, façon, notre audience, c'est... Pour moi, il n'y a pas plus d'obstacles. Les obstacles liés à ce métier ne sont pas liés à la race, forcément, pour moi. Franchement, Ouais. hein, pour moi. C'est un métier à risque. C'est un risque, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Donc, ce que je dirais, c'est que il faut prendre ce risque quand on a envie vraiment de faire ce métier. Il faut prendre le risque de se lancer vraiment. Il ne faut pas se lancer à moitié. Il faut croire en soi. Il faut s'écouter. On peut écouter les autres, mais il faut faire très, très attention à qui on écoute. Il faut écouter les bonnes personnes. Mais il faut surtout se faire confiance à soi. Parce que s'engager dans ce métier, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre autrement qu'en faisant ce métier. Et ça veut dire qu'on est vraiment passionné d'art, d'abord. Et quand on est passionné d'art, il faut qu'on se rende compte qu'en fait, c'est comme si... c'est comme quand on se jette dans l'eau pour la première fois et qu'on se dit « Je ne sais pas nager, mais je vais apprendre à nager ». C'est pareil. Donc c'est ce risque-là qu'il faut prendre. Il faut avoir conscience qu'on prend ce risque-là. Et puis surtout, il faut utiliser vos différences. Faites-en une force, parce que c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire. On n'est pas tous pareils et personne ne peut être pareil. Chacun doit avoir ses différences et c'est ce qui fait les personnes que vous êtes, que nous sommes. Et ça, il faut l'assumer totalement. Mais surtout, il faut savoir ce qu'on a envie de raconter. Parce que c'est ça, au final, la finalité des choses. C'est qu'à travers là, on raconte des choses. Il faut savoir ce qu'on veut raconter. Et aller jusqu'au bout. Détermination. Excellente conclusion. Excellente conclusion. Merci à vous d'avoir suivi La Vista. On était avec Alexandre Bouillet, comme d'habitude. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce format, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, liker la vidéo, la partager là où vous partagez des trucs cool, mais surtout vous abonner. Et on se retrouve pour le prochain épisode très très bientôt. C'était Bambi avec Maudit et notre cher Alexandre Bouillet. Ciao, ciao.